Pendant la guerre, des milliers de jeunes hommes et femmes entrent dans la résistance pour combattre le régime de Vichy et l'envahisseur nazi. Mais sous la version officielle se cache une réalité plus sombre. Partout en France se développent des maquis noirs. Des pilleurs, voleurs et assassins profitent de la réputation des organisations clandestines légitimes pour faire passer leurs profits avant l'intérêt de la France. Vous écoutez La face cachée de la résistance, première partie. En janvier 1943, la bataille fait rage sur le front de l'Est. Depuis plus de 6 mois, les troupes allemandes se heurtent à une résistance acharnée des soviétiques devant Stalingrad. Encerclée et piégée, la 6e armée du maréchal von Paulus doit finalement capituler le 2 février 1943. Cette défaite marque un tournant de la Seconde Guerre mondiale. On sait désormais que la Wehrmacht est plus invulnérable. On peut la battre, lui infliger une sévère défaite. Pour la première fois, l'armée allemande recule, se rend les armes. Bilan, plus de 91 000 soldats allemands capturés, dont un maréchal. Plus qu'une défaite, c'est une humiliation pour les nazis. Un désastre dont les conséquences se ressentent jusqu'en France. Pour la première fois peut-être, l'Allemagne sent qu'elle risque de perdre la guerre. Fabrice Grenard, auteur. Donc on mobilise toutes les forces en Allemagne bien sûr, mais on va aussi mobiliser l'ensemble des forces des pays occupés, dont fait partie la France. Les autorités d'occupation vont demander aux autorités françaises, à Vichy, de fournir une main-d'œuvre française pour cet effort de guerre. Stéphane Simonet, historien. Pressé d'obéir au Führer, le gouvernement de Vichy instaure le service obligatoire du travail, le fameux STO, 2 semaines seulement après la capitulation des nazis à Stalingrad. Cette loi oblige tous les jeunes de 21 à 23 ans à partir travailler en Allemagne pour alimenter l'effort de guerre du Reich. Sans elle, le maquis français n'aurait peut-être jamais existé. La mesure est extrêmement impopulaire auprès de l'opinion publique. Les gens répugnent à envoyer leurs jeunes en Allemagne. D'abord parce que c'est loin, c'est l'ennemi, qu'ensuite la situation en Allemagne commence à devenir critique à cette époque-là, parce qu'il y a des bombardements réguliers. D'une certaine façon, la loi sur le STO est donc l'acte fondateur du maquis. Car tous ceux qui refusent d'être envoyés en Allemagne n'ont pas le choix. Ils doivent disparaître. On s'aperçoit que se développe un mouvement très large, c'est celui que l'on va appeler le mouvement des réfractaires, ceux qui refusent de partir en Allemagne, et ils sont très vite plusieurs dizaines de milliers dans ce cas. Donc il y a une jeunesse française qui s'est évaporée, qui n'est pas partie en Allemagne et qui est restée en France sur le territoire occupé et qui s'est volatilisée. Aux yeux de Vichy, ces réfractaires au STO sont en situation illégale. Ils encourent des peines de prison. Mais la grande majorité de la population française soutient ce mouvement. Tout est mis en œuvre pour aider ces jeunes Français à vivre dans la clandestinité. La population soutient les réfractaires en les cachant, en leur fournissant à manger, en les hébergeant, en leur fournissant un emploi, de faux papiers. Jusque parfois dans l'administration de Vichy, où on a des fonctionnaires qui essaient de saboter le STO. L'ampleur du phénomène des réfractaires est telle qu'il apparaît très vite indispensable de créer des camps de fortune dans les régions les plus reculées de France, là où les autorités ne s'aventurent pas. Que faire de ces hommes-là? Que faire de ces réfractaires? Qu'est-ce qu'on en fait? Ils sont là, certains veulent combattre, donc d'autres veulent juste se cacher. La résistance va accepter d'encadrer effectivement ces camps de réfractaires pour en faire des maquis de combattants. Grâce au soutien de la résistance, le maquis est né. C'est une aubaine effectivement pour la résistance française. D'un seul coup, on a une main-d'œuvre qu'on peut vraiment transformer en maquisards. Et donc on va les équiper, on va les entraîner, on va les instruire. La résistance française va s'employer à créer une armée de maquisards de façon à pouvoir, le moment venu, libérer le territoire avec l'aide des Alliés. Mais avant de combattre les troupes d'occupation ou le régime de Vichy, les maquis doivent trouver de quoi survivre dans la clandestinité. Et pour ça, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de voler de la nourriture et du matériel dans les villages voisins.
Le maquis a besoin d'exister et de vivre sur la population qui est autour de lui, donc il va effectivement commencer à se ravitailler en faisant des petits larcins. Qui sont des vols auprès de particuliers dans les fermes, qui sont des pillages de commerce, des pillages de bureaux de tabac, qui sont des vols de tickets, de cartes d'alimentation dans les mairies, qui sont quotidiens dans les secteurs où les maquis se développent. Ils sont obligés d'aller au charbon parce que il faut bien qu'ils trouvent de l'argent pour financer leurs activités. Durant cette période trouble, les vrais maquis réussissent donc à survivre en multipliant les réquisitions. Des réquisitions qui, en temps de paix, seraient considérées comme des pillages. La population est parfois bienveillante à l'égard de cette criminalité parce que ceux qui seraient au regard d'une loi normale, en temps normal, jugés comme des criminels, peuvent apparaître comme, on va dire, des Robins des Bois, des bandits d'honneur, c'est-à-dire qu'ils violent la loi, mais pour rétablir un ordre juste. Donc finalement, moralement, ce n'est pas répréhensible. Philippe Grandcoin, historien. Les vols commis par les maquisards sont donc rarement dénoncés par la population. Très vite, des groupes de délinquants et de criminels comprennent qu'ils peuvent tirer profit de la situation. Pour commettre leurs exactions en toute impunité, il leur suffit de se faire passer pour des maquisards. Et ce sont eux qui vont créer les premiers faux maquis dès 1943. C'est du pur banditisme, ce drapant, dans le drapeau, on va dire, du patriotisme et de la résistance à Vichy et aux Allemands. À partir du moment où les maquisards n'ont pas d'uniforme, ce n'est pas une armée régulière, effectivement, c'est très facile d'usurper en fait l'identité d'un maquisard. Donc il suffit effectivement d'avoir une arme, de se mettre un brassard, de se dire envoyer du maquis, et ça permet de créer une confusion. L'un de ces faux maquis a écumé la région de Limoges pendant plusieurs mois. Il s'agit du gang Jacquet. Cette bande se forme en décembre 1943 sous la houlette des frères Jacquet, Lucien et Jean. C'est des jeunes gens qui ont déjà un casier judiciaire, qui ont fait de la prison à Lille pour vol, recel. C'est des petits malfaiteurs. Donc voilà. Les frères Jacquet arrivent à Limoges durant l'exode de 1940. Ils s'y installent et trouvent du travail dans les usines de porcelaine Bernardaud. C'est là qu'ils font la connaissance de leur futur complice, Paul Mazieux, ancien ouvrier agricole et lui aussi un délinquant notoire. René Lesport, 19 ans, est le plus jeune de la bande. Et enfin Marcel Doué, surnommé l'Alsacien. Leurs premières actions commencent à la fin 1943, plutôt au départ à Limoges même, puisqu'ils essayent de cambrioler des commerces, des entrepôts de vêtements. Il s'agit de cambriolage un peu minable. On vole un peu de nourriture, on vole des bicyclettes. Voilà, assurer, j'ai envie de dire, le quotidien. C'est vraiment de la petite délinquance. Sauf qu'ils se rendent compte assez vite que c'est compliqué, parce que agir en ville, il y a toujours le risque de tomber sur une patrouille de police. C'est donc en périphérie de la ville que les membres du gang Jacquet concentrent leur pillage, au début de l'année 1944. À partir du moment où ils ont un peu plus d'équipement, notamment où ils vont réussir aussi à se procurer quelques armes, ils vont avoir un peu plus d'ambition. Leurs cibles privilégiées sont des villages isolés. Ils y débarquent en pleine nuit et agissent toujours selon le même mode opératoire. Ils se rendent chez des particuliers, essentiellement des fermiers, des agriculteurs, parfois chez des commerçants, en se disant envoyés par le maquis. Une fois qu'ils sont dans la place, et bien ensuite ils se livrent à un pillage pur et simple. Ils vont demander aux paysans de donner de la nourriture, éventuellement s'il y en a des tickets de rationnement, mais surtout tout ce qui peut être négociable, les bijoux, l'or, des titres, etc., etc. Ces raids nocturnes répétés sont très lucratifs pour le gang Jacquet. Le montant de son butin se chiffre rapidement en centaines de milliers de francs, au point que ces pillages finissent par attirer l'attention des policiers.
Il va y avoir une enquête de police diligentée qui montre que ce sont toujours effectivement les mêmes hommes. On repère assez facilement les frères Jacquet parce qu'ils sont très grands pour l'époque dans la région, notamment un des deux fait plus d'1,80 m. Si les frères Jacquet sont très vite soupçonnés, les policiers manquent de preuves pour les arrêter, car leurs victimes hésitent à les dénoncer. L'enquête sur le gang Jacquet est difficile pour les gendarmes puisqu'on est typiquement là dans ce cas de victimes qui ont parfois du mal à porter plainte, donc à témoigner, tout simplement parce que ces victimes sont dans la confusion la plus totale. Elles ne savent pas si les auteurs des vols, des pillages sont des résistants ou pas. De leur côté, les frères Jacquet et leurs complices sentent que l'étau se resserre peu à peu. Ils font alors tout leur possible pour brouiller les pistes au maximum. Ils ciblent de plus en plus des gens qui pourraient être des cibles du maquis. Le fait de choisir comme cible des agriculteurs qui sont des trafiquants, des miliciens, des gens plutôt favorables à la collaboration de Vichy. Et cela entretient autour d'eux une sorte de mythe. Ils seraient en fait des résistants, alors qu'ils ne sont que des criminels et qui n'ont jamais eu aucun lien avec la résistance. Pour achever de semer le doute, le gang Jacquet s'attaque même à 2 organismes au service du régime de Vichy, en plein cœur de Limoges. En prenant soin, dans les 2 cas, de bien mettre en scène ces méfaits. Ils vont laisser des petits papillons, des petits tracts, où effectivement il est écrit « Vive de Gaulle, vive le maquis ». Donc très clairement, là, il y a une volonté de signer le forfait commis pour là aussi donc orienter les recherches côté maquisard. Cette stratégie fonctionne parfaitement pendant plusieurs mois. En se faisant passer pour des résistants, les membres du gang Jacquet jouissent d'une relative impunité. Mais au mois d'avril 1944, un banal témoignage anonyme change brutalement la donne. Vont être dénoncés. On va signaler à la police qu'il y a des individus qui vivent sous une fausse identité. Au départ, les policiers interviennent donc pour de simples vérifications d'identité. Mais les nombreux objets volés retrouvés au domicile des suspects les trahissent. C'est la fin des activités criminelles du gang Jacquet. Ses membres seront jugés 2 ans plus tard, en décembre 1946, devant les assises de la Haute-Vienne. Après enquête, les faits reprochés sont accablants. 1 meurtre et 59 agressions et vol à main armée. Le procès des frères Jacquet, il est extrêmement important parce que c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir, séparer ce qu'est la vraie résistance de ceux qui en ont usurpé les titres. Et tout ça soulève un certain nombre de problèmes parce que, évidemment, l'une des stratégies des frères Jacquet pour se défendre, c'est d'essayer de se faire quand même passer pour des résistants. En disant oui, mais on s'en prenait à des collaborateurs, à des miliciens, à des trafiquants. Malgré les affirmations des frères Jacquet et de leurs complices, aucun maquis officiel ne reconnaîtra cette bande. Et les 2 cerveaux du gang seront condamnés à mort. C'est un verdict qui est au regard du droit français, qui est d'une dureté extraordinaire. Aux yeux de la justice d'après-guerre, que de vulgaires criminels aient osé se faire passer pour des maquisards est une circonstance aggravante. Car contrairement aux vrais maquisards, ces bandes n'agissaient pas pour financer des actions de résistance, mais pour s'enrichir personnellement. Les frères Jacquet sont donc exécutés le 19 juin 1947. Quant aux autres membres du gang, ils sont envoyés au bagne. L'affaire des gangs Jacquet est emblématique des faux maquis puisqu'il y a tous les ingrédients, je dirais, du faux maquis. On a une association de malfaiteurs qui n'a aucun lien avec la résistance, mais qui va essayer d'utiliser l'image de la résistance pour se livrer à des activités criminelles dans une zone en plus où on sait qu'il y a des vrais maquis, le département de la Haute-Vienne. Cette histoire du gang Jacquet est loin d'être une exception. Des affaires similaires se multiplient dans toutes les régions où se développent de vrais maquis.
Parfois, la frontière entre banditisme et résistance est encore plus floue. Notamment lorsque les vrais maquis sont infiltrés par des malfrats qui cherchent une couverture pour opérer. C'est l'histoire des maquis noirs. C'est-à-dire un maquis où l'on trouve à la fois des éléments de la vraie résistance et des éléments d'activité plutôt criminelle. L'incroyable histoire du maquis Lecause illustre parfaitement ce phénomène. Tout commence au début de l'année 1944, en Indre-et-Loire, lorsqu'un mystérieux médecin militaire s'installe à Loches, à 40 km au sud de Tours. Donc voilà un type qui arrive et qui est un toubib, et dans cette période où il y a beaucoup de problèmes médicaux, avoir un médecin de plus, c'est plutôt quelque chose de positif pour la population. On l'appelait chez les gens pour qu'ils viennent s'occuper des malades. Et puis certains étaient même ravis de ses services. Donc il a eu très vite une bonne réputation de médecin. Tout le monde dans la région connaît cet homme sous le nom du docteur Lecause. Et personne ne doute de son intégrité. Il explique être un résistant, recherché par la Gestapo, recherché par les Allemands. Et donc il a dû quitter sa région d'origine, l'Ouest, pour venir se réfugier à Loches. En juin 1944, lorsque le docteur Lecause décide de créer son propre maquis, juste après le débarquement des Alliés en Normandie, ceux qui sont dans la confidence se félicitent de cette initiative. Lecause rassemble un petit groupe qui s'installe dans la forêt de Loches. Il s'attribue le grade de capitaine. L'une des forces de Lecause, c'est de très vite réquisitionner des véhicules. Et en réquisitionnant des véhicules, ça permet à son maquis d'être mobile, de développer des réquisitions dans beaucoup de secteurs, de se montrer à Loches. Ce qu'ils veulent, c'est se montrer, faire des fortiches. Donc c'est un maquis convoi. Donc Lecause séduit une partie des Lochois. Il donne l'impression qu'il est efficace. Visible, efficace, le maquis Lecause impressionne la population locale. D'autant qu'il se livre à une impitoyable chasse aux collabos. Lecause va bâtir sa réputation sur effectivement la chasse aux collabos. Ce qui est probablement beaucoup plus facile que la chasse aux Allemands. Il ne cherche pas trop à approfondir. Si quelqu'un est qualifié de collabo par la rumeur, c'est un collabo. Point final. Nous avons retrouvé l'un des derniers membres du maquis Lecause. Il confirme. La chasse aux collabos, c'était comme la chasse aux miliciens. On tire. Jean-Marie Pellerin, ancien membre du maquis Lecause. La réputation du capitaine Lecause monte encore d'un cran au début du mois d'août 1944. Les hommes du maquis Lecause vont avoir des accrochages avec les Allemands. À chaque fois, ces accrochages sont de véritables victoires pour le maquis, parce que le maquis Lecause, d'abord tue des Allemands, fait des prisonniers et surtout récupère du matériel militaire, ce qui permet de renforcer encore la puissance du maquis, tout en ne subissant que des pertes très légères. Fort de ses exploits, le capitaine Lecause a tout du résistant idéal. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il attire l'attention des services de la France libre, du général de Gaulle. Le maquis d'ailleurs est reconnu par Londres, il bénéficie de parachutage. Donc tous les jeunes gens de ce coin-là qui veulent rejoindre un maquis vont automatiquement vers Lecause, vers ce maquis-là. C'est pas un choix, c'est logique, quoi. On a cru, les camarades et moi, que c'était officiel, quoi. Il n'y avait rien à faire d'autre. Si on voulait aller dans un maquis pour faire preuve de patriotisme, il fallait trouver un maquis reconnaissable par les gens qui dirigent la France, libre. Pour Lecause, cette reconnaissance de Londres est une consécration. En quelques semaines, son maquis constitué d'une poignée d'hommes se transforme en une petite armée d'environ 200 maquisards. Mais c'est véritablement le 16 août 1944 que le capitaine Lecause connaît son heure de gloire. Il a appris que les Allemands venaient de quitter Loches. Et là où les autres maquis sont un peu hésitants, parce qu'on ne sait pas si les Allemands vont revenir ou pas,
lui décide immédiatement à la tête de ses hommes de rentrer dans Loches. Une entrée triomphale, extraordinaire. Nous avons été accueillis dans Loches d'une façon extraordinaire. Des cris, vive De Gaulle, vive le cause, invraisemblable. C'est une ambiance, voilà, c'est Paris libéré, hein, on a tous ces images-là en tête. C'est la même chose au niveau lochois. Des drapeaux bleu, blanc, rouge, des coups de feu en l'air, et tout ça, au milieu d'une population absolument déchaînée, ravie, ça y est, c'est la libération, on est libre. Porté par l'euphorie ambiante, le capitaine Lecause se sent suffisamment fort pour ordonner une véritable opération d'épuration dans la ville. Les hommes de Lecause se livrent à plusieurs arrestations dans la ville. Des personnes sont malmenées. Il a fait tondre les cheveux de 3 collaboratrices avec, je me rappelle, une croix gammée sur le front. En fin d'après-midi, Lecause réunit toutes les personnes qu'il a fait arrêter sur la place centrale de Loches. Il improvise alors un tribunal populaire. À ce moment-là, personne n'ose remettre en cause son autorité d'authentique maquisard. Il y avait la foule, il y avait tout Loches qui regardait avec curiosité ces gens qu'il connaissait, des amis parmi eux. Il fait sortir du rang un type qu'il a reconnu et qui est un inspecteur de police, qui s'appelle l'inspecteur Réco. Devant la population médusée, Lecause accuse le policier d'être un collabo et le fait exécuter sur le champ. Ce qu'on apprendra plus tard, c'est qu'en fait, l'inspecteur Réco était surtout chargé par le préfet de l'époque d'une enquête sur Lecause pour essayer de comprendre qui il était vraiment, de dévoiler sa véritable identité. Et certainement Lecause le savait. Bien sûr, la foule ignore tout de cette enquête. Mais qu'avait donc bien pu découvrir l'inspecteur Réco? Pourquoi Lecause voulait-il sa mort à tout prix? Les Lochois ne tarderont pas à le savoir. Vous venez d'écouter La face cachée de la résistance. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. La face cachée de la résistance est un podcast coproduit par Initial Studio et Morgane, adapté du documentaire audiovisuel éponyme produit par Morgane et réalisé par Raphaël Rouillet. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistée de Cypriane Ligère. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Alix Martineau.